Chers amis, bonjour. Le soleil est revenu, youpi. Nous sommes en été. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de bonheur. Pourquoi je vous parle de bonheur? Je vais vous parler de bonheur parce que j'ai vu des trucs sur mon mur qui m'ont fait réfléchir, que ce serait bien d'en parler tout de suite. Voilà. Alors j'ai notamment regardé ce midi un film qui s'appelle Jamais le premier soir et qui justement traite du sujet de trouver l'âme sœur ou pas et d'être heureux en ménage ou pas, dans son couple ou pas, tralala ou pas. Voilà. Et puis là, il se trouve que j'ai une âme en peine sur mon mur Facebook qui va très mal, qui est sous Prozac, qui a deux doigts de se balancer par-dessus la fenêtre, etc. Alors bon, vous savez ce que c'est les pseudos. On sait jamais qui est-ce qui est derrière les pseudos, quoi. C'est ça qui est terrible. Hein. Bon, enfin bref, quand on fait la synthèse de tout ça, je me rends compte que c'est pas superflu d'en faire un billet. Moi, je pense que le bonheur, il peut prendre des formes extrêmement diverses. En fait, moi, la seule définition réelle que j'ai réussi à en faire, parce que c'est pas la première fois que je me penche sur le problème, vous pensez bien, c'est plutôt non pas le bonheur, mais l'absence de malheur, l'absence de souffrance. Je trouve que, voilà, on a tous des merdes à porter, même quand on a fait un très gros travail thérapeutique, on a toujours des blessures. En général, quand on a fait un très gros travail thérapeutique, on est quand même beaucoup plus fort pour assumer les merdes qui nous arrivent. Et donc on les recycle un petit peu au fur et à mesure que ça arrive après. Enfin, c'est mon cas en tout cas. Mais moi, je pense que le bonheur, c'est des petits bouts. C'est des petits bouts tout le temps. c'est des petits bouts qu'il faut arriver à se fabriquer. Voilà. Moi, par exemple, si j'ai semé, j'ai un truc extraordinaire qui m'arrive en ce moment, j'ai semé du radis noir de Gournay, figurez-vous. Et oui, il existe un radis noir de Gournay. Et donc, j'ai semé ça dans des pots, et ça y est, c'est en train de lever. J'ai installé c'est extraordinaire. J'ai installé un panier en ferraille dans mon bassin pour essayer de choper les poissons rouges, et j'y arrive. Hein. Le problème, c'est que dans un petit seau, j'en ai 2 qui sont morts parce qu'évidemment, c'est pas très respirable. Mais j'ai une lumière un peu con, il me semble. Voilà. Et moi, ces petites conneries-là, en fait, ça me rend heureuse. Non, mais c'est vrai. Par exemple, vous cuisinez quelque chose et puis vous vous rendez compte que c'est mangeable. Je vous raconte pas le bonheur que c'est. Ça, c'est un morceau de bonheur. Comment se fait-il que j'ai pas raté mon coup? Ça s'appelle l'optimisme aussi. Eh oui. Bon, ceci dit, il y a un gros travail derrière moi quand même pour en arriver là, je vous signale quand même. Hein. Ça s'est pas fait tout seul, quoi. Quoi vous dire d'autre? Alors, je vais revenir au film quand même. Je vais revenir au film Jamais le premier soir. Alors, je suis l'inspiratrice de ce film, évidemment. C'eût été drôle. C'eût été drôle. Toujours cette petite croix, je sais pas ce que c'est. Elle est là, ma petite croix. C'eût été drôle. Alors, c'est vrai que j'ai, moi, pour habitude de prêcher, entre guillemets, de prêcher sur le fait que non, je considère que c'est de la connerie de coucher le premier soir. En règle générale, j'irai pas jusqu'à dire que ce soit quelque chose d'indispensable. Quand c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, c'est pas du tout le même contexte. Moi, quand je parle de ne pas coucher le premier soir, c'est quand il s'agit de quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré, quoi. Je veux dire, vous draguez un mec, vous vous faites draguer par un mec pendant quelques heures. Non, dans ce cas-là, je pense sincèrement que c'est complètement con de coucher le premier soir. C'est mon point de vue. Hein. En plus, le peu que j'entends autour de moi, c'est que quand ça se produit, de toute façon, on a la nana en général, le mec, je sais pas ce que ça lui fait, quel effet ça lui fait. Je pense que c'est, je sais pas. Mais les nanas, en fait, en général, assez souvent quand même, elles attendent un petit peu autre chose. et souvent le lendemain, quand elles se rendent compte que le mec s'est barré, elles sont pas ravies, quoi, quand même. Hein. On a quand même un tout petit peu, enfin je sais pas, moi j'ai jamais eu l'occasion que ça se produise, mais ils ont quand même très nettement le sentiment de s'être fait couillonner, quoi, de dire
j'ai été consommée comme un vulgaire fruit, comme dirait quelqu'un que je connais. Et c'est quand même pas très valorisant, quoi. Enfin, moi je trouve. Moi c'est pas mon truc, quoi. Y a pas, Oui, je suis con, mais j'assume sans aucun problème. J'assume sans aucun problème. Je pense que si les gens faisaient un petit peu plus attention aux autres, ils ne s'enverraient pas en l'air avec n'importe qui. C'est mon point de vue. D'ailleurs, il y a eu le festival Solidays le week-end passé, où François Hollande est passé, et le sida, le sida découle quand même assez souvent, pas toujours bien sûr, hein, mais assez souvent découle quand même d'un comportement assez irresponsable qui consiste à avoir des relations sexuelles avec des gens qu'on ne connaît absolument pas et dans des conditions non protégées. Bon, je veux dire, on se retrouve pas contaminé par le sida comme ça. Bon, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est contaminé par le sida est quelqu'un d'irresponsable forcément, parce qu'il existe aussi des gens qui sont parfaitement honnêtes, qui sont des gens vraiment bien, qui ne savent pas qu'ils sont séropositifs, par exemple, ça peut se produire, où il y a des gens qui se retrouvent contaminés parce que le mari est infidèle ou parce que la femme est infidèle. Et ça, c'est quand même un sacré problème, quoi. C'est quand même extrêmement grave, quoi. Mais alors là, ce film-là, donc jamais le premier soir, il s'agit des... Je laisse passer le camion. Il s'agit donc des galères sentimentales de 3 nanas. Donc évidemment, moi je suis un petit peu chacune des 3 en fait. Et elles se font entre guillemets chier dans les bottes. Oui, alors après, quand vous mettez les bottes pour aller marcher dans les marécages, c'est pas terrible, hein. Se faire chier dans les bottes, c'est pas terrible. Elles se font chier dans les bottes par chacune leur mec d'une façon ou d'une autre. Donc il y a des portraits, le portrait des 3 nanas, évidemment, n'est pas anodin, et le portrait des hommes aussi n'est pas anodin non plus, quoi. Bon, j'ai juste eu envie la moitié du film de prendre Jean-Pierre Rouve dans mes bras, c'est clair. Ce qui n'est pas un hasard. mais en fait, il traite d'un sujet qui est très intéressant, justement, qui est en quoi les livres peuvent nous aider ou pas quand on souffre vraiment, quoi. Voilà. Et le problème, c'est que c'est bien de s'abreuver de conférences, j'en ferai peut-être un jour, hein, des conférences, mais des livres, je vais bien finir par les éditer à un moment ou à un autre, je sais pas quand, mais voilà. Mais il se trouve que j'en ai écrit aucun sur ce sujet-là en particulier, en plus, hein, justement. Peut-être parce que pour moi, c'est important d'en parler sans que ça me rapporte d'argent, justement. C'est pas impossible. Mais en règle générale, c'est très bien de digérer plein de livres. Le problème, c'est que la recette miracle pour être heureux ou pour trouver l'âme sœur, elle n'existe pas, la recette miracle. Puisque par définition, s'il existe des points communs entre certains prototypes, entre guillemets, de femmes ou d'hommes, il y a effectivement des points communs dans la construction de l'individu pendant l'enfance, selon les traumatismes qu'on a croisés, qu'on a subis, et l'âge auquel il s'est produit. Évidemment, il va y avoir des répercussions sur la construction, des répercussions extrêmement graves. Alors là, pour le coup, je peux en parler parce que je suis concernée au premier chef, mais c'est pas le lieu ici. Mais ce que je veux dire par là, c'est que chaque individu a quand même, pour plus de la moitié, tout un tas de particularités qui lui sont vraiment, vraiment propres à lui ou à elle. Ce qui en résulte, c'est que la recette miracle que l'on est tenté de vous vendre par les livres, elle n'est jamais applicable dans un fort pourcentage. Voilà la leçon qui est à tirer de ce film. Et justement, à un moment, il y a Jean-Pierre Rouve qui lui dit oui, en fait, tes bouquins, mais dès qu'on t'adresse la parole ou qu'on te demande de sortir tes tripes par toi-même, il n'y a plus personne, quoi. Bah oui, justement, c'est ça le problème. C'est qu'ensuite, il faut arriver à faire le travail soi-même pour arriver à retirer les marrons du feu et voir ce qu'on peut en tirer par rapport à son histoire personnelle. Voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand même. De livres. Moi, la première, j'ai lu pendant mon travail d'analyse, j'ai quand même lu Introduction à la psychanalyse, où j'ai appris pas mal de choses de Freud. J'ai lu Le vilain petit canard de Boris Cyrulnik, et puis un autre de Boris Cyrulnik, S'aimer au bord du gouffre. Donc ça, c'est très intéressant. S'aimer au bord du gouffre, c'est vraiment très intéressant parce que ça permet de prendre conscience que le fait d'être presque entièrement bousillé de l'intérieur
n'empêche absolument pas de construire quelque chose de solide et de vivre des histoires d'amour véritables, parce qu'il existe des gens aussi qui ont la capacité, inconsciente d'ailleurs souvent, d'aider véritablement les gens qui souffrent. Donc il ne faut pas croire que parce que vous êtes bousillé, vous ne pouvez pas tomber amoureuse par exemple, ou vous ne pouvez pas aimer quelqu'un. Non, bien sûr que non. Heureusement, les gens qui souffrent peuvent aussi être heureux, même si c'est des moments, même si c'est des bribes, même si c'est des... Voilà, donc vous avez le droit, tout le monde a le droit d'être heureux. Mais le problème, c'est que chaque personne qui souffre a un travail personnel à faire, et ce travail personnel à faire, il ne peut pas être fait par quelqu'un d'autre. Hein. Le fait de travailler avec un psychologue, par exemple, ne va absolument pas fonctionner comme un coup de baguette magique. Parce que le psychologue, il va positionner devant vous tout ce qui est nécessaire verbalement dans la communication pour vous faire progresser de façon progressive. Oui. C'est une répétition salutaire, mais c'est pourtant la vérité. Voilà. Donc un psy ne va pas aider une personne de la même façon qu'il va aider une autre personne. Quelqu'un qui est bavard comme une pie, comme moi par exemple, ne va pas être aidé de la même façon que quelqu'un qui a beaucoup plus de mal à se livrer. Vous avez certaines personnes, moi je pense avoir progressé assez rapidement en fait, parce que c'est vrai que le travail thérapeutique que j'ai fait en écrivant à Thomas Fersen était quand même un travail extrêmement important, et le psychologue avait l'intelligence de s'adapter à ça. Et donc il utilisait en fait des choses que je lui disais, que j'avais écrites, et il rebondissait dessus. Donc en fait, je dirais que chaque séance de psychothérapie était probablement 3 ou 4 fois plus efficace que pour n'importe qui d'autre. Donc ça, c'est vachement bien, c'est sûr. Mais il se trouve que moi, c'est arrivé comme ça. Ça ne signifie pas que demain, quelqu'un qui souffre, qui va écrire à un artiste, ça se passerait aussi bien que ça. Je ne sais absolument pas ce que va devenir cette histoire de nouveaux protocoles thérapeutiques. Moi, j'espère que ça va marcher. Je ne demande que ça. Mais ça n'est pas moi qui vais en décider. Parce que je n'ai aucune autorité dans le domaine, ni aucune compétence particulière reconnue. Même si j'ai une compétence, cette compétence n'est pas reconnue. Donc voilà, moi je ne donne que mon point de vue, et mon point de vue n'est que mon point de vue et ne vaut pas généralité. Et comme je vous le répète, il n'y a pas tant de généralité que ça, justement. Si ce n'est que chaque individu doit être l'acteur de son propre chemin et de sa propre guérison. Voilà. Moi, je crois énormément au pouvoir thérapeutique de la parole, de l'art en général, et de la parole. Le problème, c'est que tout ce qui est artistique n'a un pouvoir thérapeutique que dans la mesure où la souffrance n'est pas en train de vous écraser. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un état de dépression vraiment très grave et vraiment très profond, vous devenez complètement... vous n'êtes absolument plus réceptif à tout ce qui est émotionnel et artistique. Voilà. Moi, ce matin, par exemple, j'étais en train de prendre ma douche et je m'observais dans la glace. Et quand je prends ma douche, j'ai la manie de m'étirer dans tous les sens possibles et imaginables avant d'aller prendre ma douche. Et c'est une manie que j'ai. Et je me souviens très très bien que quand j'étais les premières années de ma dépression, j'étais sous traitement. J'avais des traitements neuroleptiques, puisqu'il paraît que j'étais érotomane. Et le fait de prendre des médicaments endort aussi votre quotient émotionnel, endort votre pensée, endort tout le fonctionnement de votre cerveau en fait. Et je me souviens très très bien que pendant des mois et des mois, à chaque fois que j'en ai pris un énorme coup de bambou côté neuroleptique, justement pour cette histoire d'érotomanie soi-disant, eh bien je me souviens que je n'arrivais même pas, parce que je ne supporte pas d'avoir l'eau qui me ruisselle sur le visage. Donc à chaque fois que je prends mon shampoing, je fais mon shampoing la tête penchée en avant. Eh bien je me souviens que j'avais le dos exactement comme si il était pris dans une espèce de carapace, avec l'impossibilité quasi totale de dérouler mon dos, quoi. C'est-à-dire que pour simplement me plier pour faire mon shampoing, c'était d'une difficulté absolument incroyable. Tout ça parce que le neuroleptique m'abrutissait complètement, quoi. J'étais un légume, en fait. Je n'étais plus capable d'éprouver le moindre sentiment envers qui que ce soit et d'éprouver la moindre émotion. Donc c'est pour ça que c'est un véritable problème. Je ne veux pas dire par là qu'il faut jeter le discrédit systématiquement sur les médicaments, parce que il arrive qu'ils soient nécessaires. Mais
il se trouve que, à mon avis, il y a bien des cas où les traitements pourraient être évités ou diminués et que ça n'est pas fait. Voilà, ça c'est mon intime conviction. Maintenant, ça n'est que mon expérience, hein, j'en suis parfaitement consciente. Voilà. Alors, ce film, donc, moi j'ai trouvé ça super marrant, en fait. J'ai trouvé ça très, très marrant. Bon, il y a plein de trucs qui sont des clins d'œil, il y a des choses que j'ai dites et tout, mais bon, comme je suis bavarde comme une pie, de toute façon, c'est pas étonnant, quoi. Il y a un peu de tout partout, quoi. Enfin, moi je vous recommande, donc, jamais le premier soir. Jamais la première fois. Non, c'est comment? Jamais le premier soir. Je sais même plus, du coup. Bon, allez, je m'en vais faire la vaisselle parce que la vaisselle n'est pas faite.